Vous n'avez pas à répondre à cette question. N'ayez crainte, j'y répondrai. Vous voulez des réponses? Je crois avoir droit. Vous voulez des réponses? Je veux la vérité. Vous n'encaissez pas la vérité. Allô, ici l'Office central de la répression de la location meublée non professionnelle. Je suis toujours à Berlin en compagnie de mon acolyte Hugo. Bonjour Fouad, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast DM pour 10 millions d'euros. Le podcast des investisseurs qui osent transformer ce qui pourrait être un mirage en objectif atteignable. Et ça tombe bien. Yeah, la prose. C'est beau, hein, c'est magnifique. Et de surcroît, puisque aujourd'hui nous allons parler de la banalisation de l'objectif de 10 millions d'euros en immobilier. Alors, avant de commencer, pour ceux qui veulent être dans le 1%, voire plus en matière d'investissement immobilier, tu peux candidater à Patrimoine Exponentiel en suivant le lien dans la description et rejoindre une communauté de professionnels avec des objectifs comme le tien qui ne sont pas des mirages. Et Fouad nous fera l'honneur et le plaisir d'animer des coachings hautement stratégiques sur des points excessivement précis. Inch'Allah. D'autres choses à rajouter, Fouad? Ce podcast est en français, s'il te plaît, et c'est un podcast qui est laïque. Également, tu peux réserver un audit stratégique en one-to-one avec Fouad pour faire une analyse de ta stratégie immobilière, voir les correctifs à apporter et comment développer une ambition du nom du podcast. Quelque chose à rajouter? Rien de particulier. Les audits, j'en fais pas mal et finalement, je m'aperçois également que je progresse au fur et à mesure de toute la chirurgie immobilière que j'effectue sur... j'en ai fait, je crois que j'ai calculé la dernière fois, j'en suis à 130, 140, je crois. Et donc voilà, donc n'hésite pas à réserver ton audit stratégique pour vraiment connaître d'une part ton pédigré bancaire et surtout voir les forces et les faiblesses de ton parcours immobilier, de ton profil. Et d'avoir un regard extérieur, ça aide beaucoup. Exactement, un troisième œil, l'œil de Moscou. On va parler de la banalisation du 10 millions d'euros en objectif et c'est très intéressant parce qu'on va se baser sur les retours qu'on a, autant toi sur les audits stratégiques justement que moi dans les fiches de candidature. Quel est l'impact selon toi du podcast sur l'ambition des auditeurs? L'impact, il est, comment dirais-je, l'impact, il est palpable. On a un vrai impact. Et on échangera là-dessus, mais on a un impact qui est vraiment tangible. Je sens la modification vraiment dans la structure de pensée des gens qui me contactent, jusqu'à la non-utilisation des anglicismes. Et ça, c'est marrant parce qu'en audit stratégique, dès que quelqu'un lâche un anglicisme, me dit dans la foulée « Ah oui, désolé. » Non, je lui dis « Écoute, t'es totalement libre de... » Et donc l'impact sur, j'allais dire, l'utilisation de la langue française, exclusive, non, c'est une blague évidemment, mais l'impact sur l'ambition, il est vraiment très très fort. On est plus dans l'inception, on est dans l'ancrage. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus ce type d'objectif qu'on ne voyait pas avant. Alors moi, sur les gens qui me contactent, il n'y en a aucun qui n'a pas un grand objectif. Non, c'est intéressant. On va essayer de voir ça en plusieurs parties. On pourrait parler en première partie du constat qu'on a fait sur les retours terrain, sur cette ambition. Ce que je te propose, c'est toujours un peu sur le point sociologique en introduction, c'est d'essayer de comprendre quelle est la norme sociale, quel est le point de référence sur ce qui s'est fait ces 6 à 7 dernières années. Donc si on prend 2016 jusqu'à aujourd'hui, la norme, c'est quoi ? Alors, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais dire, mais c'est du réalisme sociologique. C'était voir petit. Pourquoi ? Parce que le statut préféré des investisseurs immobiliers était, et pas ceux qui écoutent ce podcast évidemment, mais le statut préféré des investisseurs immobiliers, c'est le statut de la location meublée non professionnelle, qui, je le rappelle, est quand même très très limité, avec des handicaps très lourds, et notamment le nom propre, avec le HCSF qui veille au grain. Donc on est passé de cette norme de voir petit, on le verra avec des décalages assez importants, des contradictions. Des incohérences, voir petit, à
voir grand. J'aimerais préciser, parce qu'on avait eu un commentaire d'une personne qui disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi on n'aimait pas le LMNP. En fait, c'est de reposer sa stratégie sur le LMNP et de ne pas comprendre que le LMNP peut être un frein. Et ça, c'est important parce que moi, j'aime bien dire, si je devais faire du LMNP, tu sais, pour avoir des revenus à titre personnel, en faisant abstraction de sa suppression et du retrait de ses principaux avantages, je le ferais. Je commencerai à faire du LMNP après le switch opérationnel, c'est-à-dire après avoir plusieurs millions sur des véhicules d'investissement. En réalité, quand tu évacues une stratégie, pour la remplacer par une vraie stratégie, tu ne reviens pas en arrière. Mais je rebondis sur ce que tu as dit, ce qui est très important. Et parfois, malgré la précision, on va dire, de la pédagogie, les gens font des confusions. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer le LMNP. On n'a rien contre ce statut. Il est incompatible, c'est tout. Il est incompatible, il est incohérent avec une stratégie qui consiste à voir grand, à lever littéralement plusieurs millions d'euros, à se constituer un empire immobilier. C'est simplement une question d'incompatibilité. En soi, on n'a absolument rien contre ce statut. Et ça, c'est très important de le comprendre parce qu'on peut aller sur du caricatural. Et tu sais aussi, il y a un truc sur lequel tu vois, je vais échanger avec toi rapidement. Sur quand tu exerces en fait un esprit critique, ben, les gens ont tout de suite tendance à te catégoriser dans, tu le sais mieux que moi parce que sur les vidéos que tu as pu enregistrer, sur les égarements de certains influenceurs, gourous, etc. Les gens vont te dire, ouais, t'es un contradicteur. Non, t'es un haters. Alors, t'es un hater, t'es un haineux. Au mieux, t'es un contradicteur, qui est quand même quelque chose d'un peu plus noble. Mais non, aujourd'hui, l'esprit critique, le discernement, j'ai changé il n'y a pas très longtemps sur mon point de vue, sur un livre. Et moi, je trouve que la plupart des gens manquent cruellement de discernement. L'absence ou le déficit de discernement est une carence entrepreneuriale. Tu dois avoir du discernement pour gagner en lucidité, en visibilité dans ce tas de merde, dans ce brouillard en fait d'informations, d'infobésité, et ce sont des qualités. Évidemment, il ne s'agit pas d'être chiant sur tout et n'importe quoi, mais avoir une capacité à décortiquer, à disséquer un élément est une compétence entrepreneuriale quand il s'agit de gagner de l'argent. Alors moi, je dirais, je vais te rejoindre, mais j'irai sur un autre point que le tien. Je dirais que quand tu dis quelque chose à une personne qui a fait, c'est beaucoup plus facile pour lui de t'insulter que de se remettre en question. Donc en fait, les personnes cherchent une sorte de biais de confirmation. Et lorsque tu as par exemple quelqu'un sans discernement à qui tu vas dire le LMNP est incompatible avec une ambition élevée de 10 millions d'euros par exemple, la personne, elle, au lieu de se dire, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a fait mal et d'assumer qu'il avait fait quelque chose de mal, on va parler de Dunning-Kruger notamment dans ce podcast, donc de la phase de désapprentissage, la personne préfère se dire, tu vois, te dire, ouais, moi c'est différent. Ce que tu dis, c'est pas vrai. Parce qu'il veut croire que c'est différent. Les gens, et ça on le voit, tu le vois sur des commentaires, sur des groupes communautaires gratuits. D'ailleurs, j'ai rajouté une section, j'ai oublié de le dire dans l'introduction, à Mania d'Immobilier, qui est une communauté privée. Il y aura une partie pour ceux qui participent le plus pour interagir avec le podcast. Donc n'hésitez pas de rejoindre, le lien est également dans la description. Les gens vont préférer tout simplement, au lieu de se remettre en question, ils vont chercher la solution magique. C'est-à-dire qu'ils ont fait du LMNP, au lieu de se dire « ok, ben je comprends, j'ai fait une erreur, je vais aller plus loin. Si je veux aller plus loin, il va falloir que j'en ai conscience. » Ils préfèrent pas t'insulter, mais limite être violent. Ouais, bien sûr. C'est un peu le cas qu'on a eu sur LinkedIn, la personne qui m'interrogeait, en fait, qui me demandait mon avis, alors qu'il me félicitait pour la qualité du podcast, suite à une recommandation d'un de ses amis qui était en école d'ingénieur avec lui, je crois. Donc, tu sais, quand je l'avais repassé, donc il m'avait demandé mon avis sur les formations en reprise d'entreprise. Et donc là, je lui avais donné mon avis.
Et ensuite, tu avais échangé avec lui, et là, il s'est totalement braqué parce que, en lui disant la vérité. Il s'est mis à nous insulter à nous. Oui, et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a été une atteinte à ses rêves. Ouais, Il avait tout misé là-dessus. Mais en fait, et c'est marrant parce que cette personne aujourd'hui peut faire plus que nous remercier, mine de rien. On lui a sauvé combien ? 8000 ? 8000 balles, je pense. Hein. Ça mérite un repas de roi. Ouais, s'il écoute le podcast, il sait ce qu'il a à faire. La personne, moi il me demandait un avis, je lui ai fait écoute, j'ai un peu de temps. Ah non, mais je veux une visio. Oui, il exigeait une visio. C'est un dû. Mais je lui ai dit écoute, il n'y a pas de visio chez moi, donc tu te démerdes, c'est comme ça et pas autrement. Et le mec est devenu, ouais, vous voulez brasser plus blanc que blanc. C'est plus facile de décrédibiliser la personne que se remettre en question soi-même. Mais et ça, c'est important, et on va en parler. On parlait avant cet aparté, on parlait du LMNP. Qu'est-ce qui a provoqué cette banalisation, voire cette standardisation du LMNP ? Est-ce que c'est les investisseurs eux-mêmes ? Est-ce que c'est un discours ? Moi, j'ai bien évidemment... je pense savoir, je dirais que c'est le discours martelé de la propagande sur Internet. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Je dirais que ce statut, en fait, qui n'était pas très connu, et le régime fiscal qui va avec, qui n'était pas très connu, qui a été inventé dans un cadre à un moment très précis, a été banalisé, en fait, comme hameçon, comme argument de vente, par toute cette série d'influenceurs. Je trouve qu'influenceurs, ça leur va mieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de mon point de vue, ce ne sont pas des formateurs, ou plutôt, on va dire, ça va plus être des déformateurs que des formateurs, mais ces gens-là ont tout misé sur la location meublée non professionnelle et la vente de ce régime fiscal. Et il y a même des gens, alors on a une espèce de... Non, je crois que c'était Power Meublé Rangers, un truc de genre. Donc, je sais pas si ça te parle, Sailor Moon et puis Power Ranger. Non. Power Ranger, oui, c'est les mecs en bas, là. Ouais, espèce de Bioman, en fait. Ouais, Bioman, ça tape avec leur collant, là. Bioman, ça te parle ou pas, ces années 80 ? Power Ranger, oui, Power Ranger. Ça, on les... donc, les gens ont vendu... C'est un peu comme les Teletubbies. J'ai pas connu ça. Ils étaient de différentes couleurs, non ? Je crois que c'est ça. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est, je te vends un programme de défiscalisation, je joue sur le biais fiscal. Et à travers ça, je te vends finalement une solution qui va venir satisfaire ta peur des impôts. Et en fait, c'est parti de là. Et tout est parti en fait de ce statut et on a eu des variantes. Donc l'idée de vivre de l'immobilier par le biais du cash flow, on en parlera évidemment. Le fait de ne pas payer d'impôts les premières années, tout tourne autour de dans un premier temps, de cette banalisation du régime fiscal de la location meublée non professionnelle jusqu'à alerter le législateur qui avait complètement oublié, je ne vais pas dire qui avait oublié l'existence de ce statut, mais quand tu as plusieurs centaines de milliers de personnes qui font des vagues, qui font bouger la machine. Quand sur des marchés, tu as des locations meublées qui dépassent les offres de location nue, alors qu'elles représentaient traditionnellement peut-être 5%, 10%. Eh ben, le législateur regarde de plus près et légifère tout simplement. Et tu as même des gens qui ont fait modifier par leur influence, qui ont fait investir massivement dans des villes, non ? Oui, ils ont fait. C'est un peu la même chose. On a un mix de LMNP, donc de défisc, qui va avec donc cette niche fiscale, avec l'allocation courte durée, avec la love room. Là, on a un mix de tout, sauf de stratégie immobilière pure, au sens développement patrimonial, au sens de l'échelle. Et nous, depuis le début, on s'est quand même placé anti-LMNP, en soulignant le manque de stabilité. On n'est pas anti-LMNP. Non, mais c'est comme ça que les gens l'ont perçu. Je pense pas tous, en fait. On n'est pas... Le LMNP ne fait pas partie de l'arsenal de voir grand, de DICEM. On n'est pas dans cette... En fait, ce n'est pas un outil dont nous avons besoin, et même, au contraire, c'est un outil qui nous gêne.
aujourd'hui sur les stratégies que je mets en place depuis que le HCSF a tapé du poing sur la table, depuis ce rationnement du crédit très très sévère, le LMNP, ou de la LMNP normalement, comme c'est de la location, on va dire le pour le statut, ça fait partie en fait des outils qu'on doit dégager en priorité. Pour revenir sur les objectifs et cette hausse de l'ambition immobilière, tu l'attribues à quoi d'autre ? Alors juste pour revenir sur le MNP, tu vois, je trouve qu'à notre petite échelle, je trouve que le podcast 10M a brisé cette barrière mentale de la location meublée en nom propre et de manière non professionnelle. Et ça, c'est important de le souligner parce que les gens les plus intelligents, ceux qui sont capables de se remettre en question, ceux qui ont une capacité à trier la bonne information de la poubelle, eh bien, ces gens-là ont pris acte et ont parfaitement compris pourquoi ce statut de LMNP n'est pas compatible avec une stratégie qui consiste à voir grand, à aller chercher vraiment les 10 millions d'euros, voire plus. Moi, j'accompagne des gens qui ont des objectifs. Là, actuellement, le plus gros objectif, c'est 50 millions d'euros en immobilier. 50 millions d'euros. Profession médecin. Donc initialement, il n'a pas vocation, surtout en termes d'utilité sociale, il n'a pas vocation à accumuler un empire immobilier aussi important. Donc, on est passé et cet individu a fait également l'erreur. Et c'est là où c'est très intéressant sociologiquement et stratégiquement. Quand tu passes du LMNP à 50 millions d'euros d'objectifs, c'est un grand écart. Et ça demande de la flexibilité cognitive, ça demande une capacité à se remettre en question et à accepter le sous-dimensionnement statutaire de ce régime pour aller chercher des vraies stratégies et pour aller scaler, tout simplement. Là, tu vois, je viens de prendre, pendant que tu parlais sur ça, j'ai voulu prendre la prochaine candidature que j'ai, et ça tombe bien, elle est lundi matin, à Patrimoine Exponentiel, et tu sais, j'ai une case objectif. Objectif, 10 millions sur 5 ans, dans l'idéal. Et je pose tout le temps, quelle est la constitution de ton patrimoine aujourd'hui ? Nom propre, LMNP, 3 appartements, plus RP. Qu'est-ce que je dois dire à cette personne en premier ? Il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de choses à dire. Après, si on ne veut pas forcément rentrer dans l'audit stratégique, il y a évidemment le choix, faire comprendre que le choix du LMNP est exclusivement à visée fiscale et que finalement son LMNP c'est un boulet. Donc déjà il y a une idée un peu douloureuse. Et parfois attention, c'est du 2 millions d'euros en LMNP. Ouais, donc il y a une idée qui est très très douloureuse. C'est pour ça que la brutalité en fait, dans l'honnêteté, quand on est brutalement honnête, parfois c'est difficile à accepter, mais quand tu expliques qu'il faut larguer les amarres du LMNP, bah, c'est très très difficile à avaler. Donc déjà, tu as un état d'esprit qui est à modifier avec un changement de paradigme, psychique, psychologique, monétaire, comprendre les rouages de la création monétaire, la puissance du levier bancaire, l'amortissement des prêts, etc. Tu as un certain nombre de paradigmes qui sont nécessaires pour pouvoir avancer. Et finalement, on se dit, bon, ok, c'est que des chiffres, etc. Non, il y a énormément de psychologie. Et à partir de ça, tu vois, sur la déclaration qu'il t'a fait, il y a énormément de choses à faire en amont. Voilà. Et on voit quand même, et ça, on le voit, je pense pas que cette personne, avant d'avoir le podcast, aurait mis cet objectif-là. Tu sais, sur les audits, je les travaille un petit peu comme des enquêtes sociologiques. En fait, je m'intéresse à la profession, au parcours, au patrimoine, aux erreurs, aux performances, au taux d'épargne, au stock d'épargne. Donc j'ai un regard qui n'est pas uniquement un regard de mentor, d'investisseur, j'ai un regard également qui relève de la socio-économie. Et la plupart des gens, quand je dis la plupart, c'est peut-être,
Je pense que 95% des gens, sur des centaines de personnes, et je pense que c'est un échantillon qui est représentatif des auditeurs du podcast, il y a quasiment personne qui est en dessous de 10 millions d'euros d'objectifs. Les objectifs les plus faibles, c'est 3, 4, 5 millions, qui est un montant qui est déjà extrêmement élevé. Je donne régulièrement cette statistique qui est très importante. Bon, ça a augmenté un petit peu. Sur la dernière étude de l'INSEE, enquête et patrimoine des Français, 2,2 millions d'euros de patrimoine brut sous levier bancaire, c'est le patrimoine des 1% des Français les plus riches. Alors on peut dire que la France a chuté, si on veut se rassurer ou si on veut taper sur la France, comme le font certaines personnes exilées à l'étranger, ça reste dans le top 10 des pays les plus riches du monde. Donc dans le top 10 des pays les plus riches du monde, les 1% les plus riches ont un patrimoine brut de 2,2. Donc quand tu sors 5 millions, tu es à x2 de la performance des 1%, et quand tu es à 10, tu es à x4, pratiquement x5. Donc il faut en fait vraiment jauger cet objectif sous le contrôle de la statistique nationale d'un des pays les plus riches du monde, avec des stocks d'épargne qui sont colossaux. Je crois que le stock d'épargne des Français, c'est plus de... C'est le double de la dette, il me semble. C'est 6 000 milliards. C'est plus, ça c'est juste sur les livrets. Je crois que tu as déjà un patrimoine immobilier de l'ordre de 14 000 milliards. Ensuite, tu as, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, en termes de liquidité, tu dois avoir, hors livret, tu dois être pas loin des 10 000 milliards. Donc c'est une zone extrêmement riche, où tu as énormément de patrimoine. Donc tu te dis, ok, et ça c'est super, c'est le point suivant que je souhaitais aborder. L'ambition, c'est quelque chose d'extrêmement noble. L'ambition, il faut comprendre une chose, c'est qu'elle fait vivre le couple, elle fait vivre la famille. Quand tu embarques ta famille dans une belle ambition, calibrée comme il le faut, une ambition saine, de mon point de vue, une ambition qui est capée, je ne dis pas que c'est que du bonheur, mais c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique et noble pour ton couple et pour ta famille, à condition de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas être dans la médiocrité, parce que sinon là tu peux faire couler ta famille. C'est important de préciser, je rajouterai même, excuse-moi je te coupe sur ça, lorsqu'on a une ambition à ce niveau-là, il faut tout reprendre. Tu ne pourras y aller avec une mentalité LMNP sur un objectif comme ça. C'est une garantie de mettre... d'embarquer ta... Non mais soyons sérieux, 2 secondes. Soyons sérieux, 2 secondes. Quand tu as une ambition, très belle ambition à 10 millions d'euros, il faut laisser tomber le LMNP. Non mais je ne parle pas du LMNP, je parle de la mentalité qu'il nous a fallu pour bien sûr. constituer ça en LMNP. Comment il s'appelle celui qui a pris Patrimoine Exponentiel, à qui j'ai recommandé l'ingénieur méthode? J'espère que tu connais tes clients. Tu sais, de Safran. Ouais, je voulais pas donner le nom de l'entreprise, mais c'est pas grave. Comment il s'appelle, son prénom? Bref, s'il nous écoute, on lui passe le bonjour. Moi, il m'a envoyé un message sur la réservation de l'audit, il y a un espace, et j'ai trouvé ça brillant. Je lui ai répondu. Donc, il m'a mis « Merci beaucoup pour le podcast. Cela m'a permis de désapprendre. » Et après, sur le patrimoine, c'était marqué LMNP, et entre parenthèses, c'était marqué c'est une erreur. Alors, comment il a dit pardonnez mes péchés, c'est une erreur. Donc, il me l'a sorti, en fait. Tu l'as absolu. Mais en fait, il me l'a sorti sur un ton. Mais tu sais, il me l'a sorti sur un ton humoristique comme ça, et j'ai trouvé ça super marrant. Là, quand tu es au niveau de l'autodérision, tu es en capacité de modifier tes erreurs et vraiment de mettre les bons moyens pour atteindre ton objectif. Mais faire de l'autodérision, c'est pas facile, parce que tu as fait une OP ou deux, et finalement tu te rends compte que c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Donc j'ai trouvé ça vraiment remarquable, et en plus il a pris le bon patrimoine, le bon programme d'accompagnement, en attendant un jour éventuellement de passer sur la catégorie poids lourd qui est le mentorat. C'était Jimmy. Voilà, Jimmy, on lui passe le bonjour. Qui est ta région en plus. Oui, et de Bourgogne-Franche-Comté, tout à fait. Alors il est de Dijon exactement, les 2 régions ont fusionné. Dijon qui n'est pas aussi beau que Besançon, mais il est de la région.
Moi, trop médiéval à mon goût. J'avais une personne, c'était Paul, dans la présentation de Patrimoine Exponentiel, qui avait dit exactement une bonne chose. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ça, on va en reparler. Ça fait une excellente transition. Parce que le podcast a permis à beaucoup de gens de se rendre compte qu'ils pouvaient faire beaucoup plus. Bien sûr. Le podcast a également, et je le pense sincèrement, d'ailleurs, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Mettez-moi des likes, les amis. Le podcast a également une approche où on a apporté, je le pense, et je ne souhaite pas nous envoyer de fleurs, mais je le pense sincèrement, a apporté un contenu qui n'était pas entendu ailleurs, au-delà du LMNP, mais plus sur la technicité, sur des notions très précises, ce qui a donné aux gens la sensation de se dire si ça va être facile pour atteindre les 10 millions. Il y a quand même une partie d'apprentissage et pour bien apprendre, il faut désapprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer le Dunning-Kruger ? En fait, avant ça, si on prend l'exemple d'Auguste, qui est un bon exemple, je le prends un peu comme le poulain, mais c'est quand même un bon exemple. Tu passes de quelqu'un qui a 2 studios en LMNP à quelqu'un qui fait 8 millions d'euros la première année et qui va probablement atteindre son objectif de 15 millions. C'est une révolution, c'est un tsunami. Et le scoring est intéressant. Mais il le dit, sans stratégie, je n'aurais jamais pu. Bien sûr. Alors déjà, il y a quelque chose qui est fondamental dans ma propre courbe d'apprentissage que j'utilise en permanence, c'est la notion de conscientisation. Quand tu n'as pas conscientisé un mécanisme, il n'est pas possible de le maîtriser. Quand tu ignores que quelque chose existe, tu passes tout simplement à côté de la chose. Donc là, il a eu conscience, il a pris conscience qu'une autre voie était possible. Et ça lui a permis vraiment de pivoter, de se débarrasser de ce qu'il avait fait, de la totalité de ce qu'il avait fait, et de lancer un nouvel assaut pour aller récupérer du patrimoine dimensionné comme il le fallait par rapport à son pedigree bancaire et par rapport à son état d'esprit qui est très particulier, dont une vitesse d'exécution qui est remarquable. La vitesse d'exécution est indispensable pour... Je le vois tout de suite. En fait, je sens quand des gens sont prêts à prendre des décisions rapidement, et notamment sur le fait, et c'est très important de se former, quand j'ai des gens qui me valident un mentorat en direct, je sais que c'est des gens qui ont une vitesse d'exécution qui est très 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 élevée. Et c'est une compétence entrepreneuriale. Les gens qui réfléchissent pendant 4 ans pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon après avoir abreuvé leur cerveau de 100 heures de contenu d'ISEM, tu dis qu'il y a un truc qui tombe pas rond. Donc ça, c'est très important. Et donc, c'est vraiment ça. Je trouve que c'est un impact qui est quand même assez concret et qui est vraiment visible. Finalement, c'est quand même une matérialisation concrète de ce qu'on fait. Moi, j'aime bien leur dire, tu vois, sur les candidatures de patrimoine exponentiel, si tu n'es pas capable de te placer rapidement, tu n'y arriveras pas. En fait, alors tu as raison, mais ce qui peut les freiner également, c'est que c'est vraiment le brouillard en fait. Tu as tellement de formations bidons que les gens, tu vois, je parlais de discernement tout à l'heure, les gens ont du mal à discerner, j'allais dire, le caviar des œufs de saumon, quoi. Voilà, et ça c'est très très difficile parce que ça demande une prise de recul très importante. Après, en théorie, le podcast fait la différence. On le verra. Il y a des formateurs qui écoutent le podcast. Il y a des références dans le domaine du livre immobilier qui nous ont fait un retour. Et je parle de gens extrêmement sérieux qui ont vendu plus de 100 000 exemplaires et qui étudient cette science de l'enrichissement depuis plus de 20 ans. Donc voilà, mais en restant dans la nuance, c'est difficile de discerner le bon du médiocre. J'aimerais bien revenir sur cette partie parce que je pense qu'elle concerne 90% de la population qui nous écoute.
c'est des personnes qui ont généralement déjà fait des opérations et qui veulent aller beaucoup plus loin. Tellement que moi, j'aime bien te dire, et tu vas me corriger, quand j'ai les gens en candidature, j'aime bien leur dire, une personne qui n'a rien fait a des avantages comme des inconvénients. Et une personne qui a déjà fait a des avantages et des inconvénients. Les deux sont très complémentaires, en fait. Quelqu'un qui n'a pas fait n'a pas pris les mauvais réflexes. Quelqu'un qui a fait, il doit déconstruire pour repartir sur des bonnes bases. Ouais, ça dépasse le cadre de réflexe. Quelqu'un qui n'a rien fait, c'est quelqu'un qui n'a pas souillé son profil d'emprunteur. Et qui n'a pas pris de mauvais réflexes. Et qui n'a pas pris de mauvais réflexes, mais son état d'esprit peut être déjà très formaté. Mais au moins, il n'a pas souillé son profil d'emprunteur. Et celui qui a fait, c'est vrai qu'on a deux difficultés. On a l'obligation de désapprendre, et c'est très très difficile. La capacité à désapprendre est très difficile parce que c'est une espèce de reniement de soi-même. T'as un peu d'ego. Tu vois, c'est marrant, j'ai un professeur d'université à la Sorbonne qui a postulé pour le mentorat. Malheureusement, je n'ai pas pu l'accompagner pour des raisons de scoring bancaire. Et il m'a dit, il a fallu que je mette mon ego de côté pour te contacter. Donc tu vois, c'est marrant parce que on se dit, bon, ben moi, je suis quand même au stade universitaire, tu vois, je veux dire professeur d'université à la Sorbonne, et je dois payer, contacter cet individu qui a l'air de détenir des stratégies totalement différentes et du savoir très particulier. Il a été honnête et en réponse, je lui dis, je te conseille de lire L'ego et l'ennemi, qui est un chef-d'œuvre. Donc l'ego n'a pas sa place. Et donc cette capacité à désapprendre, il ne faut pas la sous-estimer. Elle est très 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 difficile parce que c'est ce que tu disais, je crois une fois, c'est cette notion de destruction massive de connaissances. Et c'est de la connaissance qui est pourrie. Ou du mauvais réflexe. Moi, quelquefois, j'ai des personnes qui me disent « Ah non, mais j'ai pas besoin, mon banquier me suit. » Mais on revient dans un an et on en parle. Ouais, là, tu es dans la croyance, en fait, qui est erronée parce que tu es sur un échantillon et que le chemin pour faire le million d'euros en IMO, il peut être plus ou moins tranquille. Mais de 1 à 10, c'est une autre paire de manches. Donc, cette nécessité de désapprendre pour reapprendre, donc comme tu l'as dit, c'est Dunning-Kruger qui l'illustre également, que tu as une grosse phase de désapprentissage pour repartir sur une phase d'apprentissage. Moi, j'aime bien l'exemple de Steve Jobs pour l'illustrer, que tout le monde connaît et que tout le monde prend souvent comme un exemple. C'est l'un des meilleurs exemples dans les années 80. Steve Jobs, il est très orgueilleux. Il est persuadé que sa vision, elle est strictement infaillible. Il veut tout contrôler, il veut imposer ses designs chez Apple, sans imposer des innovations radicales, sans toujours tenir compte des contraintes du marché. Il faut savoir qu'il a eu 2 phases chez Apple. Il a été viré en 1985. Là, il s'est pris une claque énorme. Et la claque énorme, c'est souvent, tu sais, le mec qui a fait par lui-même et qui il fait que se prendre des refus de prêt. Ils attendent d'avoir cette claque, et même quand ils ont cette claque, ils continuent à essayer d'espérer que peut-être qu'il va avoir un bon contact, peut-être que je vais avoir un courtier, peut-être qu'avec notre banquier, ça va être différent si je suis introduit. T'as quand même cette recherche de la solution miracle. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, je citais tout à l'heure L'ego et l'ennemi, qui à mon avis fera l'objet d'un pur sang. J'ai commencé à le lire. Donc, je l'avais depuis 1 an et je ne l'avais pas... Ouais, et franchement, non, il est super. Et en fait, bon, le problème, c'est que, évidemment, on ne lit pas tous les livres de la même manière, parce qu'en fait, ça dépend de ton capital humain. Mais quand tu arrives à palper tout le poids de tous les micro-concepts qui sont mis en place, c'est vraiment très, très intelligent. Il y a vraiment beaucoup de contenu dans ce bouquin. Alors, pour citer ce bouquin, je trouve qu'il y avait une citation
Tu vois, j'avais interrompu ma lecture pour noter la citation et je la trouve absolument brillante. Et ça rejoint ce qu'on dit. La capacité à évaluer sa propre aptitude est le talent le plus important et sans cela, tout progrès est impossible. Tu ne peux pas progresser tant que tu n'as pas compris que tu étais sur une stratégie de tocard. Et quel est ton niveau à l'instant T ? Et on retombe sur la notion de réflexivité qui est vraiment fondamentale. En fait, la réflexivité, un petit rappel rapide au niveau de la définition, c'est la capacité à se prendre soi-même comme objet d'étude. Ça va au-delà de l'introspection. Et donc, cette capacité à aller chercher une perquisition de soi-même, de savoir où on en est et de comprendre qu'il est nécessaire de désapprendre est vraiment fondamentale et déterminante pour la suite. Pour rester sur... J'avais acheté ce livre, L'ego est mon ennemi. Je l'avais acheté peut-être il y a même un an. L'ego est l'ennemi. L'ego je vais te demander de ne pas modifier le titre pour commencer. J'avais acheté ce livre parce que tout simplement, et on n'est que le fruit de notre propre histoire, mon ancien mentor, si je peux l'appeler comme ça, j'aime bien en parler au présent, avait comme phrase, et je l'utilisais souvent, il disait en business, l'orgueil pour cercueil et la peur comme moteur. Et il expliquait que si tu prends les échecs de toutes les personnes, aussi brillantes soient-elles, il y a toujours une partie, une grosse partie, due à l'orgueil. Et c'est pour ça que j'avais acheté ce livre et que je ne l'avais jamais commencé. Pour revenir à Steve Jobs, qui se prend sa claque monumentale après s'être fait virer, il a compris qu'il n'était peut-être pas aussi brillant qu'il le pensait, ça ne veut pas dire pas brillant, et qu'il devait désapprendre certaines convictions pour évoluer. Il passe 10 ans à reconstruire, ça lui a pris 10 ans à reconstruire son approche, notamment lorsqu'il a quitté Apple. Et lorsqu'il est revenu chez Apple 12 ans après s'être fait virer, il applique une approche plus pragmatique, plus efficace, ce qui mènera au succès, que ce soit de l'iPod, que peu de gens connaissent aujourd'hui. Ils ont grandi avec des iPhones, mais les premiers iPods, c'était révolutionnaire. On le branchait, on pouvait mettre énormément de musique avec la barre, ça tournait, les iPhones et les MacBooks. Ça lui a pris 10 ans. L'un des personnes qui a le plus révolutionné notre vie. T'es sur un MacBook, je suis sur un iPad. L'iPhone qui est une révolution. Et tu cherchais ta citation sur l'iPhone. Les applications. Et ça, sans ça, Apple n'aurait jamais connu cette phase. Donc, même sur des grands noms, vous avez ça. Donc il faudra retenir qu'il est nécessaire de désapprendre pour réapprendre et partir du principe, c'est pas parce que tu sais faire 3 LMNP, si tu sais faire 3 LMNP, c'est que tu ne peux pas faire 10 millions. Pour faire un parallèle, c'est pas parce que tu as fait une plus-value sur une résidence principale, parce que tu n'as aucun mérite, tu as été porté par un marché haussier sur 10 ans, que ça fait de toi un marchand de biens. Ouais. C'est comme le podcast précédent sur le 110%. C'est pas parce qu'en fait, on t'offrait gratuitement l'utilisation de cet outil que ça faisait de toi quelqu'un de compétent. Bancairement. Bien sûr, bancairement. Et quand on te retire comme un enfant le jouet 110%, tu t'aperçois en fait que tu n'as pas la possibilité de l'utiliser à ta guise. Et là, c'est la même chose. Et vraiment, moi, j'insiste lourdement là-dessus. Il faut désapprendre et ensuite apprendre avec des pointures dans chaque domaine et avoir une équipe de mercenaires. Et là, je suis navré de le dire, et les gens savent que, d'ailleurs c'est marrant, l'absence de fausse modestie à la française qui avait été reprise sur un échange dans un groupe dans lequel je suis, d'entrepreneurs, sans faire dans cette fausse modestie, c'est conforme à la réalité. Il n'y a pas d'autre aujourd'hui alternative que nos stratégies pour pouvoir aller chercher des très gros patrimoines sur le marché français. Oui, parce que le très gros patrimoine passe par le financement bancaire. Si tu ne maîtrises pas la banque et si tu crois que la banque t'attend pour te financer 500 000 balles, moi j'aime bien de prendre, quand les gens, tu sais, ils viennent, je prends leur épargne
et je prends, par exemple, allez, 500 000 euros que je rapporte à la masse de crédit mondiale. Je lui dis, ça te dérange pas de venir me voir pour qu'on fasse cet entretien pour 0,005 cents d'euros? Je fais, mais t'es fou. Je fais, pour autant, tu as le même poids quand tu vas voir ta banque que pour un prêt à 500 000 euros sur la masse totale de crédit. Donc arrêtez de croire que la banque, elle vous attend. La banque, elle peut même se permettre de te foutre 40% de refus. La banque, le cartel bancaire est un rouleau compresseur. On a eu la publication des résultats bancaires il y a quelques jours. BNP Paribas, de mémoire, on n'est pas loin de 50 milliards de PNB sur un résultat net d'entreprise de mémoire de l'ordre de 11, 12 ou 13 milliards d'euros. Caisse d'épargne, très très gros résultat. Si tu fais la somme des PNB bancaires des 5 faiseurs français, à mon avis, on n'est pas loin des 200 milliards. Ils n'ont pas baissé, comme les crédits non, immobiliers. Non, et tu vois, c'est ça qui est marrant. C'est que la production de crédit a chuté très lourdement, mais le PNB a augmenté. Parce qu'ils se sont concentrés sur les bons clients. Et sur autre chose. C'est qu'un produit d'appel, le prêt immobilier. Et ça, ils ne le comprennent pas. Mais en fait, c'est psychologique. Et c'est quelquefois le problème d'un investisseur qui n'a jamais investi. Il a peur d'aller demander 500 000 euros à la banque. Oui. Y a cette barrière mentale qui peut pousser au sous-dimensionnement. L'impact de l'amortissement du capital versus le cash flow, on commence à le revoir un peu ailleurs, ça. Tu sais, quand on avait fait... C'était notre 2e épisode, 3e épisode. Oublier le cash flow pour s'enrichir, ouais, tout à fait. Alors on le voit évidemment. Après, je le vois plus sur les gens qui nous contactent en direct. Là, il n'y en a plus un seul qui me parle de autre source d'enrichissement que l'amortissement du capital et éventuellement la valorisation du bien dans le temps. Donc l'inflation immobilière. Parce qu'il y a de l'inflation immobilière, il y a ce qu'on appelle les courbes Frigide, du nom, je crois que c'est un économiste qui travaille sur la courbe des prix de l'immobilier depuis 40 ou 50 ans. Elle ne cesse d'augmenter. Et les marchés français sont des marchés extrêmement stables et résilients. On n'a qu'à voir plus de 4 points de taux d'intérêt en augmentation. Et je parle bien de points de taux d'intérêt, pas de points de base. On a un Dubaïote qui fait la confusion entre les points de base et les points d'intérêt. Ça n'a rien à voir. Il y a un coefficient entre les deux. Donc, malgré ce choc économique extrêmement violent, malgré le rationnement du crédit, malgré l'autosabotage des investisseurs, le marché n'a pas énormément bougé. Alors qu'il y a eu 40% de baisse. Bien sûr, maximum c'est 10%. Tu as des villes qui ont baissé à 10%, mais qui ont baissé de 10%, mais ce sont des villes où le prix est monté très très fort. Bordeaux et Lyon, en l'occurrence. Tu parlais de Dubaïote, je serais curieux de savoir si le marché Dubaïote se comporterait de la même manière s'il y avait une baisse de 40% des investisseurs. Je pense que non. Ça serait un crash. D'autant plus que le levier bancaire est quasiment inexistant. Donc si tu enlèves les investisseurs, le marché s'effondre. Non, c'est intéressant de le dire. Il faut se dire que c'est possible, et en plus que c'est bien d'avoir de l'ambition, que c'est possible d'atteindre ces objectifs ambitieux Comment tu dirais que c'est possible d'atteindre ces objectifs ambitieux pour les personnes qui ont des gros objectifs, sans être dans le rêve, en restant dans le réalisme? D'abord, prendre conscience que c'est possible, c'est déjà une avancée qui est majeure. Ensuite, prendre également conscience qu'il y a d'autres chemins possibles. Ça, c'est hyper intéressant. Quand on te vend la spécialisation, quasiment l'unicité de la méthode, quand tu vois qu'il y a d'autres méthodes possibles, ça, c'est hyper intéressant en tant que créateur de contenu, de voir qu'on réussit à faire comprendre à des investisseurs qui ont de l'ambition. Finalement, je pense que c'est une forme d'ambition qui sommeille. Et là, on t'explique par une centaine d'heures de contenu à la louche. On n'est pas loin des 50 podcasts, 50 épisodes. Donc là, c'est hyper intéressant. Alors moi, en plus, il y a un truc qui me touche personnellement, parce que là, on est dans le cœur de mes valeurs.
quand quelqu'un me dit, et ça m'est arrivé plusieurs fois là récemment sur une confirmation de mentorat, et quand on me dit merci Fouad de me permettre à moi et à ma famille d'atteindre la position du vachier, bah, tu vois, ça me fait vraiment plaisir parce que là, je suis vraiment dans La reconnaissance. Je suis dans la reconnaissance, mais je suis dans l'alignement de valeurs. Là, ça me parle. Et franchement, quand un investisseur, finalement, me fait confiance pour l'accompagner dans la constitution de son empire pour des raisons familiales, bah là, ça me donne envie de me défoncer le cul, si tu me permets l'expression. Je te la permets pas. Ah ben, je la prends quand même en tant que cofondateur du podcast ICEM. Donc, non, mais je vais appeler la patronne. Non, mais tu vois, je vais dire, mais c'est un bof. C'est un bof. À cause de toi. À cause de toi. Non, il faut préciser pour ceux qui n'avaient pas écouté le dernier podcast, c'est que ta femme t'a enculé. L'avant-dernier. Ah oui, le dernier. Oui. À cause de la régression de mon champ lexical. De ton champ lexical. Et non, mais tu vois, quand tu as des gens qui sont sur de la motivation familiale, en fait, tu vois quand même le poids de la responsabilité, le poids tout court, le poids lourd du podcast. Bah, t'es content. T'étais pas là pour amuser la galerie. Eh ben, tu vois, j'avais vendre, je termine mon raisonnement, ou vendre 200 € de cash flow par mois. On parle de modifier une trajectoire familiale. J'avais eu quelqu'un qui m'avait sorti, tu vois, limite qu'on faisait des faux. Tu vois, des faux en stratégie bancaire, tu vois. Faudra lui expliquer la différence entre une ligne jaune et une ligne rouge. Ouais, mais, il y en a une qui déclenche la Troisième Guerre mondiale et il y en a une qui est vivement conseillée par le juge. Voilà, le mec qui disait ça, je l'ai très mal pris. Je l'ai très mal pris parce que pour autant, je suis très clair et moi, je le dis dès le départ, ceux qui sont dans le patrimoine exponentiel le savent, jamais de faux et d'usage de faux. Et je lui avais dit, espèce de tocard. Et tu sais, moi, je ne me retiens pas sur les messages écrits et les gens le savent. J'ai fait espèce de tocard, je t'explique que je fais ça en famille. Tu crois que je vais m'amuser à ça ? Ah oui. Tu es un incapable, tu resteras un incapable. Et mais le mec avec ses lunettes tordues là sur sa photo de WhatsApp là. Sois pas méchant. Non, mais je suis pas méchant. Et le mec résiste. Prouve que tu existes. et le mec, j'avais pas. Tu vois. C'est de la haine en fait. Tu es une merde, mais reste une merde. Mais heureusement que j'ai pas ce genre de. Non, moi, en fait, je sors le passeport algérien et les gens évitent de dépasser la ligne jaune. Je vais sortir le passeport de la femme. Et Toi, tu sors le passeport français, les gens s'essuient le pied dessus, les pieds dessus. La France est le seul pays où tu peux insulter le président de la République sans conséquence. Ah oui, c'est marrant parce que t'as des gens à l'île Maurice qui disent que t'as plus de liberté d'expression à l'île Maurice qu'en France. Et j'avais dit à la personne sur le temps de l'humour, bah, écoute, on crée 2 comptes Twitter en même temps. Moi, j'insulte Macron et toi, t'insultes le gouverneur ou le président de l'île Maurice. Et on chronomètre le premier qui a quelqu'un devant chez lui. Ouais, sachant qu'il y a une zone, il y a un des territoires qui fait 1/4 de la superficie de la Corse. Donc, et là, le mec, j'avais trouvé que t'en avais un qui était parti en tôle parce qu'il avait critiqué le chien. Alors, je pense que c'est en Thaïlande. Bref, on s'en fout. Transition, passons sur la partie du... on a parlé de dimensionnement d'ambition. Parlons maintenant de dimensionnement du capital humain, trop souvent ignoré. Mais tu vois, ça c'est un critère également qui est nouveau, dans le sens où s'autoriser à voir grand, c'est super. D'ailleurs, voir grand est une marque déposée à l'échelle européenne qui m'appartient. Donc je le martèle parce que je suis en train de faire tomber la marque à Madrid là. Ça m'étonnerait que tu y arrives. Donc j'ai pris un avocat en plus pour la déposer. Je ne passe que par des professionnels maintenant. Donc en fait, s'autoriser à voir grand, c'est vraiment super. Tu vois, moi, les gens qui ont de l'ambition, je les trouve plus intéressants que la masse. Et ça implique également d'augmenter son capital humain. Bah, sans ça, en fait, ton objectif ambitieux, bah, c'est qu'un mirage, tout simplement.
Et c'est la différence du mirage, du rêve, du fantasme, de l'illusion et de l'objectif. Tout à fait, tout à fait. Alors, je ne vais pas citer la personne parce que je ne souhaite pas être désobligeant, mais je suis un peu comme toi, peut-être légèrement plus vif d'esprit, mais je suis un peu comme toi. Va te faire foutre. donc, je discute avec la personne et en fait, il y a un moment donné, donc c'était sur un très très gros objectif, la personne me dit non mais c'est pas un objectif si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais en fait, c'est pas un objectif. Un objectif, alors je veux pas dire que c'est quelque chose de ferme et définitif, un objectif, c'est une cible. Overshooter, si on utilise de l'anglais. Un objectif est une cible en ligne de mire dont la stratégie consiste à atteindre la cible. Donc si tu me dis c'est pas grave d'emblée, ben laisse tomber avec tes gros chiffres si c'est pour m'impressionner. Je veux dire, la conformité sociale, ça ne m'intéresse pas. C'était quoi l'objectif 100 millions d'euros. 500 millions d'euros. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Donc, cette distinction qui est fondamentale, et attention, ce n'est pas du champ lexical, ce n'est pas de la sémantique, la distinction entre le mirage, le rêve, le fantasme, l'illusion et l'objectif, ça n'a rien à voir. Alors, comment tu différencies un mirage d'un fantasme, par exemple ? Eh bien, un mirage, ça ne se réalisera jamais, c'est un mirage. Et un fantasme ? Un fantasme, ça reste fantasmatique, tu vas saliver sur un objectif, mais la probabilité, certes très très faible, peut quand même se réaliser. Alors que la probabilité que ton mirage, par définition qui est un mirage, ne peut pas se réaliser. Donc dans cette graduation, le pire c'est le mirage. J'ai fantasmé sur Angelina Jolie, c'est pas pour autant que ça se réalise. Alors je pense que tu es dans le mirage là, pur et dur, tu vois. Sauf si tu deviens milliardaire demain. Mais cette graduation, là, on est plus que dans la distinction, on est dans la graduation. La graduation est fondamentale en fait. Et par exemple, soit c'est une ambition, atteignable, soit c'est de la branlette en fait. Ah voilà. Donc voilà, je me remets un peu plus à ton niveau là. Je me remets plus au niveau. Non mais par exemple, tu te souviens, il y avait. Tu te rappelles de Faites entrer le tocard. C'est exactement celui que j'allais sur te les citer, 400 millions. Sur les 400 millions d'euros. Si c'est pas atteint, c'est pas grave. Tu la connais, viser la lune et vous atteindrez je sais pas trop quoi. Non, viser les étoiles, vous atteindrez la lune. Je ne la supporte pas cette expression de tocard. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu un échange avec Tammy Cabage, qui avait fait sur LinkedIn... j'ai cru que tu avais eu au téléphone. Je me suis demandé, putain, quand est-ce qu'il a eu au téléphone ? Non, j'ai échangé sur LinkedIn et il avait fait alors, à la base, sur ce que j'appelle en fait un post Instagram, niveau Instagram, c'est des posts inspirationnels, mais version poney. Tu vois, je ne les supporte plus. Tu veux dire, il y a un moment donné, il faut aller chercher de la profondeur. Et là, il avait mis si tes rêves ne sont pas si les gens ne se moquent pas de tes rêves, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Je lui ai simplement répondu qu'un rêve, un objectif, une ambition, ça relève de l'intime conviction. Et en aucun cas, un rêve n'a pour fonction d'impressionner les autres. Ça, c'est de la conformité sociale. C'est un peu de la frustration sociale et il l'a mal pris. Tu cherches à te faire de la publicité. En fait, aujourd'hui, sur les échanges, tu ne peux plus être dans des échanges de réflexion profonde. Il faut mettre des likes comme des débiles et puis lui cirer les pompes. Comment ? Chez Tammy Cabage, lui mettre des likes. Voilà. Donc, et tu vois, mais c'est important là-dessus de faire cette distinction, cette graduation et de savoir dans quelle catégorie tu es. On parlait dans cette partie de dimensionnement du capital humain en lien avec la dimension de tes objectifs. Comment tu décrirais le dimensionnement du capital humain ? La définition du capital humain, c'est la somme de tes connaissances, de tes expériences, de tes compétences, de tout ce qui tourne autour de l'immatériel. On va résumer ça, tout ce qui tourne autour de la connaissance, de ton savoir-faire, ton savoir-être, etc. Et c'est un stock avec un effet cumulé.
Donc aujourd'hui, sur ce capital humain, qui est ton principal outil de travail, parce que l'argent est dématérialisé, à part l'IMO qui est physique, tout est immatériel. Et donc ce capital humain, qui est toi, ton niveau, quel est ton niveau d'expertise, ton niveau en qualité de stratège, etc. Ça, c'est fondamental. C'est ça qui définit en fait la réussite ou pas. Tu nous fais la citation Instagram là. Non, pas du tout. Attends, Instagram, capital humain, c'est incompatible. Dimensionnement, c'est encore... dimensionnement, je pense que c'est un mot qui est très peu utilisé chez les Instagrammeurs. Donc, l'idée, c'est que, et ça, c'est très important, c'est cette adéquation entre les moyens mis en œuvre et la taille de l'objectif. Et là, il faut non seulement un dimensionnement et une cohérence. Et c'est pas grave si ton dimensionnement, si ton capital humain est faible. Ce qu'il faut faire, simplement, c'est le renforcer, le fortifier. On n'est pas en train de dire que... Le multiplier. Voilà, moi, le niveau de mon capital humain aujourd'hui est supérieur. Alors, je vais le faire en sens inverse. Le niveau de mon capital humain il y a 7 ans était inférieur à celui d'aujourd'hui. Donc, ce qui compte, c'est la progression et de l'alimenter avec des informations de qualité. Depuis que tu me fréquentes. Hein. depuis, je pense que tu as fortement progressé. Depuis que tu t'es mis à la lecture déjà, c'est très bien. C'est bien. Tu as fait tes devoirs. Donc, il faut dimensionner. Plus l'ambition est élevée, plus le capital humain doit être élevé. Ça veut dire que techniquement, les gens devraient faire une séparation entre j'ai ça comme objectif, actuellement j'ai ça, et si je me forme, si je monte en capital humain, j'aimerais tendre vers ça. Ça serait intéressant. Je vais toi qui aimes les punchlines, et vraiment, alors je cherche pas à faire du marketing, même si je pense que je suis pas très mauvais en termes de conceptualisation. Moi, en termes de capital humain, je suis multimillionnaire. Si je devais l'évaluer, je pense que mon capital humain pèse plusieurs dizaines de millions d'euros. Et ça m'a pris, sur les 7 dernières années, ça m'a pris environ 7000 heures. J'accorde en fait 1000 heures par an à mon enrichissement. Je fais de la lecture tous les jours. Et au début, d'ailleurs, j'ai dû recadrer un peu les choses parce que la patronne, quand elle me voyait lire, pour elle, elle ne considérait pas que c'était du travail. Parce que je podcast aussi à considérer. Parce que je ne produisais pas des pièces à l'usine. Donc, le fait de calibrer ton niveau de capital humain avec la taille de ton objectif, c'est absolument fondamental. Là, on est dans la cohérence, on est dans la corrélation, et même on est quasiment dans quelque chose de proportionnel. Alors, il faut intégrer le critère de qualité. Une information bas de gamme, ça ne vaut pas une information d'ordre stratégique. Et ça, c'est vraiment important. Ça passe par la lecture, ça passe par les lectures, par la pensée transversale, ça passe par travailler son esprit critique, ça passe par prendre les bonnes formations. Et une fois de plus, je ne fais pas l'iranien, le marchand de tapis. Il n'y en a pas 15 sur le marché français. Il y a Patrimoine Exponentiel, qui est l'antichambre du mentorat, et c'est tout. Et je parle bien de la partie immobilière. On n'a pas d'autre alternative aujourd'hui. Alors j'avais mis sur... et d'ailleurs, comment il s'appelle celui qui nous suit là ? J'ai dîné avec lui, je l'aime beaucoup. J'ai un trou. Alexandre. Tu vois qui c'est, Alexandre ? Oui, Alexandre. Oui. Qui a un nom d'italien. Oui, je vois. Conseiller en gestion de patrimoine. Voilà, tu l'as vu à Aix-en-Provence, à mon avis. Voilà, on lui passe le bonjour. Bonjour, Alexandre. Très intéressant. Donc, j'avais dîné avec lui, c'est un auditeur du podcast. Et tu vois, j'avais dit, et c'est marrant, je lui avais dit, écoute, moi, aujourd'hui, j'exerce une activité au niveau national où je suis en situation de monopole de fait. Donc, il m'a dit, attention, l'État risque de taxer ton monopole. Et je lui ai répondu sur le ton de l'humour, évidemment, il n'est pas possible de taxer un capital humain. Le capital humain, il est à toi, il est intrinsèque. Et là, c'est hyper intéressant parce que ce que tu investis en toi, tu vois, c'est un peu dur de dire ça parce qu'on a tellement entendu de bouffons nous expliquer. Est-ce qu'on peut dire à Alexandre, pour reprendre un concept de Rémi, de Rémi double particule Rémi double particule, de mieux allouer son capital pour son capital humain. Ses dépenses. Mais alors, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, pour augmenter ton capital humain, l'allocation de ton temps doit être mieux répartie.
Et une partie de ton temps doit être allouée à la formation, à l'enrichissement de ton capital humain. Donc là, on a vraiment cette corrélation qui est directe. Je veux dire, il y a 7 ans, je parlais de LMNP comme tout le monde. Quelle honte. Ouais, non, mais c'est pas une honte. Quelle honte. Mais non, mais j'ai pas honte. C'est de la progression. Quelle Donc, honte. Donc, il y a 7 ans, On est sur le service public. on est sur le service libéral. Alors, Non, social-libéral. Comment il avait dit, Sarkozy? Ah oui, il avait dit, je vais démonter le service public une fois que je serai élu. Quand il avait été mal reçu. Non, quand il lui avait parlé de Kadhafi. Non mais, Ah oui. quelle ignominie. Nous sommes sur le service public. Il est bon, mais il a fini avec un bracelet sur la cheville. Donc, je sais plus ce que je disais. Ah oui. La notion d'allocation de temps pour le capital humain. Voilà, c'est important d'allouer du temps à son capital humain, c'est fondamental et déterminant. Et d'ailleurs, j'en avais parlé, juste une petite parenthèse, tu sais pourquoi c'est très important pour moi la notion de capital humain, au-delà des performances entrepreneuriales, immobilières, ce que tu veux, pourquoi, dans mes valeurs, pourquoi le capital humain est fondamental, à ton avis? Pourquoi le capital humain est Parce que tu es très efficient et très feignant. Non, j'ai pas dit pourquoi est-ce qu'il était bien exécuté, pourquoi est-ce qu'il est important. Alors tu as mal compris. Je dis pas pourquoi est-ce que j'ai un capital humain qui est important, pourquoi est-ce que c'est important pour moi. Rappelle-toi la théorie des signaux. Oui, c'est moi qui en ai parlé. Alors la théorie des signaux ou la théorie des signaux faibles? Des signaux, c'est Des l'émetteur qui... si j'ai signaux. pas compris ta question, Des c'est signaux. que tu l'as mal formulée. Alors tout à fait. Pourquoi est-ce que je considère que le capital humain est une chose importante? J'ai plusieurs idées. Après tu vas me dire que tu as bien formulé mais que tu n'as pas dit... Exactement. Non mais vas-y. Non, je te laisse. Je te laisse. Je vais répondre. Tu ne pouvais pas fournir cette réponse pour une question de structure familiale. En fait, c'est fondamental pour moi. Des fois, j'allais dire par rapport à ta famille. Mais oui, mais pourquoi? Le niveau. On va voir si tu es de mauvaise foi ou pas. Faut le voir avec son sourire de coquin. Il attend. Le niveau de capital humain de mes enfants dépend partiellement du mien. Il y a une question de transmission du capital humain. On transmet de l'argent, du patrimoine, mais on transmet surtout du capital humain. Donc si mon capital humain est faible, à ton avis, qu'est-ce que je vais transmettre? Rien. Ben voilà. Donc en fait, j'en fais une affaire personnelle parce que le niveau de capital humain de mes enfants dépend partiellement du mien. J'ai compris une chose qui est fondamentale. L'école n'est qu'une composante mineure de l'éducation. Tu comprends? Oui. C'est l'éducation familiale qui fait la différence. Les inégalités sociales naissent Moi, je vais avoir des surdoués. Hein. des familles. Des surdoués, des Pierre Richard ou des surdoués. Donc voilà, donc cette notion, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut la transmettre à ses enfants. Quand Et tu sans droit de transmets succession. Et sans droit de succession, exactement. Donc, quand tu transmets de la connaissance, de l'intelligence financière, de la stratégie, de la technique à tes enfants, ben, ça peut leur éviter de devenir pauvres. Et c'est pas mal quand même comme outil pour se débrouiller à l'âge adulte. Et ça les rend surtout autonomes. Et ça me motive en fait. Alors, je le fais pas que pour ça, parce que j'aime ça, c'est une vraie passion. Tu vois, pour moi, faire de la lecture en terrasse, et lire vraiment du chef-d'œuvre ou de la bonne lecture, j'adore ça, tu vois, c'est vraiment un loisir. Prenons des cas pratiques pour finir cette notion de faire la distinction entre le mirage et l'objectif. Et moi, j'ai envie que tu me prennes au moins un exemple et que tu m'expliques pourquoi cette personne, c'est du mirage et pas un objectif. Par rapport au capital humain et l'impact du manque de capital humain. Je vais parler en termes de probabilité. On va dire un peu comme un statisticien. Je te prends un exemple récent sur un audit stratégique qui est hyper intéressant parce que on a un peu toutes les notions qu'on a abordées. C'est le cas d'un banquier. Ah, je vois de qui tu me parles. Tu vois, je t'en avais parlé. Oui, je vois. C'est très intéressant parce que je rebondirai dessus. Je vois très bien effet multiplicateur, non Voilà, donc ouais, je vois. C'est le cas d'un banquier, en fait, qui a fait un parcours intéressant,
mais à des années-lumière de son objectif. Et en fait, c'est un banquier qui a pris un audit stratégique. Évidemment, je vais conserver l'anonymat. Et suite à cet objectif, à cet audit stratégique, pardon, on est passé d'un objectif de 2,5 millions d'encours bancaires à 20 millions de patrimoine. Donc on est passé sur un objectif x8. Et combien de temps, est-ce que tu t'en souviens de combien d'années il avait eu besoin pour faire les 2,5 millions? Oui, il m'a mis dans sa fiche qu'il est investisseur depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Et il voulait réaliser ces 20 millions en combien de temps? Donc dans 7 ans surtout. Alors, quand tu prends les 7 ans et que tu regardes la chronologie, une grosse partie est réalisée durant l'âge d'or du prêt immobilier. Donc déjà, tu as une partie de la constitution du patrimoine qui est biaisée par une facilité macroéconomique, par une politique monétaire extrêmement généreuse. Donc, durant cette période, il a fait 2,5 avec des salaires de cadre et toutes les facilités, c'est-à-dire une distribution extrêmement abondante du 110%, le calcul différentiel, le taux d'endettement qu'on regardait à peine, etc., etc. Donc cette personne a fait 2,5 sur 7 ans, qui est une performance qui est remarquable. Je ne modifie pas les statistiques, hein, la tranche des 1%, hein, c'est à peu près ça, hein, à 300 000 euros près. Ouais. Voilà, à 0,3 points près, donc c'est super. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a cet audit, et la qualité de l'audit, d'abord, elle lui a permis déjà d'envisager la multiplication de son patrimoine. Est-ce que je peux te couper 5 Bien secondes? sûr, vas-y. Je vous invite à réserver le vôtre en suivant le lien sous la description, sachant que Fouad, dans son appréhension du capital humain, où il préfère lire des livres en terrasse et boire des cafés que faire des audits, donc il n'y a qu'un audit, qu'une tranche horaire disponible par jour, donc réservez-les vite. Tout à fait, et pas tous les jours. Donc je ne sais plus ce que je disais, donc oui. Suite à la qualité de l'audit, il était à 2,5, il a fait 2,5 millions. Et ça lui a fait... Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'en fait, sur le formulaire, je demande l'objectif. Donc, il a été mentionné doublement. Donc, il souhaitait doubler son objectif. Donc, passer à 5 millions. Et suite à l'audit stratégique, il m'a envoyé un mail en me disant que dorénavant, en fait, qu'il a réévalué son objectif et que son objectif était de 20 millions d'euros. Et pour ajouter encore un petit peu plus de difficulté, il a divisé son horizon temporel par 2. Donc on était sur 4 ans, on est passé sur 2. Je ne sais pas si tu arrives à visualiser les contours de cet objectif, mais finalement, ce qui s'est passé après réflexion, c'est que la valeur délivrée de l'audit était tellement importante que ça a décuplé, façon de parler évidemment, décuplé la taille de son objectif. Et ensuite, sur la chute, on va dire, de l'histoire, il m'a envoyé un mail parce que, bon, j'ai été extrêmement réaliste en lui disant que 20 millions en 2 ans, ça me paraissait extrêmement court. Je n'étais pas favorable à... Techniquement, je peux le faire. Mais je ne souhaite pas me mettre en pression et mettre en pression, en fait, le mentoré, l'investisseur. Donc j'ai été très honnête. Et il y avait un autre sujet également. C'est au-delà de Auguste qui pourtant agit vite. Et qui est une machine. Et qui est une machine. Et qui a un scoring bancaire qui est meilleur que le sien. Moi, je lui ai dit que ça me paraissait trop rapide, trop d'intensité, en termes de capacité d'absorption des acquisitions. Opportunité aussi. Parce que c'est on pourrait mettre une équipe, mais j'étais pas favorable. Bref, et il m'a mis pour me répondre, étant donné mes connaissances déjà poussées en IMO, je n'ai pas besoin du mentorat. Bon, il y avait aussi un aspect financier qui a tenté d'être négocié, mais, quand tu vas chez Hermès, les prix sont fixes. Ouais, il n'y a aucune capacité à négocier. Donc, mais tu vois, ça m'a étonné de me dire que la quantité d'erreurs stratégiques qui a été commise et que j'ai relevée durant l'audit stratégique ne l'a pas empêché de penser que ses connaissances étaient déjà poussées en IMO.
Tu vois, moi je sais que cette personne, quand on en avait parlé, c'est pas Mario mais c'est l'autre, on en avait parlé, il avait candidaté à Patrimoine Exponentiel sans y donner suite en août 2024 et t'a contacté en décembre, janvier. C'est-à-dire de septembre, octobre, novembre, décembre, il a perdu 4 mois là où il aurait pu déjà déplacer les choses. Et moi je suis sur la candidature, où le mec, je lui avais dit, ça ne veut strictement rien dire. Quel est ton objectif immobilier sans bien d'ici à 4 ans? Oui, l'unité de compte, en fait, l'unité de mesure est la mauvaise. Ah. Donc, ça, c'est des choses qui sont, nécessaires de comprendre. Et c'est souvent l'erreur de la mauvaise interprétation d'une valeur qui peut être délivrée soit en audit ou soit même dans des appels. Quand les gens... Et moi, ça m'a servi de leçon. Si tu veux, quand tu as des gens en appel, tu leur donnes de la valeur. Que ce soit sur des candidatures ou sur des conseils. Mais vu que ces conseils n'ont jamais eu l'habitude de l'avoir, et je salue Maximilien. Maximilien, si tu nous écoutes, petit coucou, je sais qu'il nous écoute. Maximilien m'avait dit, si tu donnes de la valeur aux gens, d'accord, ils vont d'abord vouloir essayer, et ça biaise leur jugement. Ça biaise leur jugement en se disant « Ah, ben j'ai ça, donc je vais commencer par faire ça. » Mais c'est exactement ça. Tu vois, en fait, j'ai biaisé son jugement et j'ai altéré son discernement parce qu'il s'est dit que le mentorat se résumait à un audit stratégique. Et sur l'épargne BCE. Ouais, et sur l'épargne BCE, tout à fait. Donc l'épargne BCE, il s'est dit c'est bon, j'ai tous les outils, mais il lui manque énormément d'outils. C'est un complément. Mais il lui manque toute la Dream Team, il lui manque toute la partie juridique, toute l'ingénierie bancaire, il lui manque énormément de choses. Et pour répondre à ta question, la probabilité qu'il atteigne les 20 millions d'euros, c'est à peu près la même probabilité qu'on puisse avoir une majorité à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, en France. Sur un texte sur l'immigration. Rajoute un peu de difficulté. Voilà, donc voilà, c'est important de se dire... Non, alors tu vois, moi, quelquefois, j'ai des gens, et ils confondent, ils me disent, ouais, mais si je rejoins, est-ce que tu m'assures que je vais y arriver? Je lui fais, je suis pas AXA non plus, c'est pas mon rôle, mais par contre, je peux t'assurer quelque chose, si tu veux de l'assurance, et ça, c'est une assurance tout risque et sans franchise de suite, si tu n'as pas les méthodes, je peux te garantir que tu n'y arriveras pas. Pourquoi, à ton avis, on ne peut pas fournir une garantie de résultat? Parce que c'est pas nous qui achetons. Mais qu'est-ce qui pourrait faiblir? La volonté de la personne? Le comportemental. Les compétences comportementales, la capacité à être discipliné, à exécuter, etc. Tu as tout un ensemble de compétences comportementales que je traite en mastermind. Tout ça peut faire défaut et en aucun cas, une personne sérieuse, moi c'est dans mes contrats, voire grand, s'oblige à avoir finalement à délivrer des moyens, une obligation de moyens, en aucun cas ne garantit les résultats. Ah, mais moi, il y en avait un, il m'avait conditionné, tu te souviens ou pas? Il m'avait dit, ouais, je te paye une partie de patrimoine exponentiel et si j'atteins mon objectif, je te paye le reste. Oui. Et je lui avais dit, non, mais à ce moment-là, ce qu'on fait, je prends 50% de tes SCI. Si tu n'atteins pas l'objectif, je te les rends. Mais par contre, si tu atteins l'objectif, je les garde. Et là, le mec, il m'a dit non. Les joies d'Internet. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette partie? Non, je dirais en conclusion que comme je l'ai souligné, l'ambition est noble. Alors c'est bien. Ouais, mais alors c'est très très bien. Elle est indispensable. Alors tu vois, juste une petite parenthèse, je voulais le dire tout à l'heure et ça m'a échappé. Je suis un petit peu plus actif sur LinkedIn et j'ai fait un post sur, on en parlera, ça fera le sujet d'un podcast. Je viens de franchir les 10 millions d'euros et je ne vis pas de mes loyers. Et là, il y a des commentaires, à quoi ça sert, un patrimoine aussi important, à part être le plus riche du cimetière, etc. Et systématiquement, la réponse est... Après, je vais te dire, si tu avais investi dans ton capital humain, tu serais rentable maintenant et pas dans 17 ans. Tout à fait. Si j'avais écouté le Dubaïot, effectivement, je serais rentable maintenant et pas dans 20 ans. Tu as commenté en plus.
Ouais, il a commenté, j'ai dû le bloquer. Donc, j'ai dû le bloquer compte tenu de la médiocrité de ses réponses. Et je lui ai répondu. T'as fait une Vivi? Ouais, j'ai fait une Vivi, mais inversée. J'ai fait inversée. Et l'idée, c'est que l'ambition, c'est propre à chaque individu. C'est quelque chose de très noble. Et il y a un bouquin, je crois, là-dessus, c'est La dictature de la médiocrité. Les gens qui ont de l'ambition sont devenus les gens sanctionnables d'un point de vue sociétal. Non, l'ambition, c'est super, c'est noble. La France a besoin d'ambitieux, mais et c'est là où c'est l'objet de ce podcast, la banalisation des 10 millions d'euros, c'est top. J'ai l'impression que les 10 millions d'euros, c'est le nouveau standard du million. On est passé du million aux 10 millions. Et donc, il faut se donner les moyens d'atteindre ces objectifs. Et ça passe par le capital humain. Ça passe par se former par les meilleurs, les pointures dans leur domaine. Et recruter toute une équipe pour prendre l'assaut du cartel bancaire. Donc voilà ce que j'avais dit en conclusion. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Rêver... non. Rêver du million, c'est Non, pas non. si ambitieux. Rêver du million, c'est pas si ambitieux. Une ambition est noble, bénéfique, à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Elle peut être nocive et devenir un mirage si tu t'en donnes pas les moyens. Ouais, si elle est obsessionnelle parce que tu es dans l'échec permanent, parce que ton capital humain n'est pas au niveau, dans les standards de ton ambition, là, ça peut être très, très mauvais, avec du ressentiment, avec des choses qui sont pas très bonnes. Et donc, il faut vraiment, j'insiste là-dessus, l'ambition, elle n'est que de l'excellence. Naître. Et ça, c'est vraiment important. Tu vois, j'avais lu un truc, une fois, je ne me rappelle plus comment c'était formulé. Quel est le point commun entre... J'en avais fait ce que j'appelle une dérivation. Quel est le point commun entre la médiocrité et l'excellence? Sachant que ces deux états sont diamétralement opposés. Attends, je prépare la publication Instagram. Voilà, tu vas dire, non, c'est très fin là. Et tu verras ce que je vais te dire. Quel est le seul point commun qu'il existe entre la médiocrité et l'excellence? Eh bien, je dirais la personne. Non. Je parle de médiocrité ou d'excellence. Et c'est pas là. Je parle d'état. D'état, on va dire d'état cognitif. Dis-moi, je suis curieux. En fait, le seul lien qui existe entre la médiocrité et l'excellence est que la première tue dans l'œuf la seconde. C'est le seul lien qui existe. Elle est pas mal. Ouais, bah bien sûr qu'elle est pas mal. T'es sur Instagram? Non, c'est une création originale. En fait, je note mes créations originales sur. Je me les envoie à moi-même. Et j'avais eu cette réflexion. En fait, quel est le lien chimique qui existe entre l'excellence et la médiocrité, diamétralement opposés? La première tue la seconde. Donc il faut étouffer, il faut assassiner ta médiocrité pour espérer tendre vers l'excellence. Et l'excellence te permettra d'atteindre ton objectif et cette belle ambition. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour vous sortir de la médiocrité. Ça fait pas prétentieux du tout. Merci à tous, merci à toutes et on se retrouve dans un prochain épisode. Et n'hésitez pas à rejoindre Mania de l'immobilier pour participer au sujet. On fera des votes et tout. C'est une communauté, elle est entièrement offerte. Ça sera du capital humain pour pas cher. N'hésitez pas à rejoindre et vous aurez une section podcast DM pour du contenu exclusif et participer au prochain épisode. Ciao, ciao.